Voilà pour ce sujet, la voix des Iraniens est tue dans leur pays, mais aussi à l'étranger. Le régime met un maximum de pression sur la diaspora. Ceux partis à l'étranger, un cas l'illustre bien, c'est celui de ces joueuses de l'équipe iranienne de football qui sont revenues sur leur demande d'asile en Australie. Sur 7 joueuses, seules 2 sont finalement restées sur le sol australien, les autres sont rentrées. On va parler de toutes ces pressions avec notre invité ce matin, Kian Habibian, cofondateur de l'association We Are Iranian Students, association de défense des droits du peuple iranien et celle des étudiants iraniens. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. On ne peut pas parler de votre cas personnel, mais on va parler de ces milliers d'Iraniens qui vivent à l'étranger. Est-ce que le régime fait pression sur la diaspora, sur ces Iraniens basés à l'étranger ? Oui, tout à fait. Le régime a très rapidement déclaré dès le début de la guerre qu'il allait s'en prendre également à la diaspora iranienne, qu'il considère comme des traîtres à la nation, des ennemis de sa cause. Et donc, ils ont déployé un vaste étendue de leviers pour venir s'en prendre également à la diaspora. Parmi les leviers qui sont utilisés, il y a bien sûr des menaces sur les familles qui sont restées sur place, la saisie de leurs biens pour ceux qui en ont encore sur place. Certains témoignent aussi d'appels anonymes qui sont passés pour les menacer directement. Et puis on le voit globalement, ils ont activé pas mal de cellules dormantes dans différents pays du monde pour venir aussi semer le chaos, que ce soit lors des manifestations, des rassemblements d'Iraniens ou même en dehors de ce contexte. Oui, on pense à cet attentat manqué contre Bank of America, par exemple. Là où on pense que ce sont des voyous qui, contre rémunération, font des actions et sont payés par l'Iran sans même parfois le savoir. Elle s'exerce sous quelle forme, cette pression ? Quand on parle des proches restés en Iran, ça veut dire quoi ? On envoie des photos, on dit on sait où t'habites, c'est des textos reçus sur les portables ? Ça peut être un mélange de ces leviers. Très souvent, en fait, c'est tout simplement dire que nous savons où est votre famille, nous pouvons nous en prendre à eux, c'est-à-dire soit les arrêter, soit leur couper les vivres. Si jamais, admettons qu'il y a une procédure judiciaire en cours, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, c'est en fonction, on va dire, de la typologie de la famille, d'où est-ce qu'elle est, et du levier qu'ils ont à leur disposition sur place, qu'ils vont les activer, mettre la pression sur les proches des gens de la diaspora. Oui, je pensais à ces joueuses de foot là, qui étaient en Australie, par exemple. On a bien vu qu'il y a 7 joueuses et membres du staff qui voulaient rester en Australie. Et finalement, il n'y en a que 2 qui sont restées. On imagine la pression énorme qu'ont dû avoir ces femmes qui se sont affichées et qui ont affiché leur opposition avant un match, qui derrière ont dit qu'elles voulaient rester en Australie pour faire volte-face et pour prendre le risque de retourner dans le pays. On imagine que les pressions ont dû être énormes. Les pressions, elles sont évidemment énormes parce qu'il faut quand même se dire que rien que le processus de demande d'asile, c'est quand même un processus qui est difficile. C'est renoncer à sa patrie. C'est devoir dire adieu à sa famille. Donc, avoir fait déjà ce premier choix, c'était quelque chose de dur. Une fois que ce choix a été fait, décider de revenir, il faut à ce moment-là se poser la question de quelle était la pression. Nous, dès le début, en fait, dès les premiers signes, on s'inquiétait énormément pour les joueuses, mais également pour leur famille. Ouais. Elles-mêmes déclaraient que leur famille était prise en otage. Et à partir de là, il y a 2 scénarios qui se dessinent face à nous. Soit le régime va vouloir jouer la carte de la propagande, c'est-à-dire montrer que les méchants dans l'histoire, c'est pas eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être relativement cléments avec eux pour se donner une bonne image sur la scène internationale. Ou alors, à l'inverse, ils vont mettre en application les menaces qu'ils ont proférées à l'encontre de la population, c'est-à-dire que toute personne opposée à notre narratif est donc traitée en ennemi, et donc ils vont s'en prendre à elle avec une violence inouïe. Et alors, pour traquer les opposants, les membres de la diaspora aussi, il ne faut pas croire, les autorités iraniennes, elles disposent d'outils technologiques aujourd'hui. On parlait ensemble hors antenne en regardant ce reportage sur ces images tournées à Téhéran et en précisant qu'à l'heure de l'intelligence artificielle aujourd'hui, quand on floute un visage pour ne pas le reconnaître, il faut faire très attention parce qu'on a des outils avec l'IA aujourd'hui qui permettent de refaire une voix déformée, de déflouter un visage. Et ces outils technologiques comme la reconnaissance faciale, le régime iranien en dispose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est à la portée de tous. On en parlait également hors antenne, il y a énormément de vos confrères et votre chaîne également qui nous ont souvent demandé des témoignages. Et c'est là où il y a un énorme frein lorsqu'on essaie de contacter les Iraniens sur place. C'est cette crainte, c'est de savoir que ce régime qui a dilapidé son argent dans l'armement, l'a aussi dilapidé dans le renseignement. Ouais. Donc ils ont développé une expertise dans les outils informatiques qui représente donc immédiatement une menace pour la moindre vidéo qui est publiée. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en tant qu'activistes, nous redoublons d'efforts pour protéger au maximum l'identité des manifestants lorsque des images nous parviennent. Au sein de la diaspora iranienne, est-ce qu'il y a une homogénéité dans l'attitude à adopter face au régime ou est-ce que, parce qu'on a l'impression d'avoir une opposition
étrangères et des expatriés iraniens qui parlent d'une même voix, mais on voit quand même qu'il y a des partisans du fils du Shah, d'autres qui prônent d'autres solutions. Comment ça se passe ? Alors, la diaspora iranienne, c'est une grande diaspora. Il y a à peu près 8 millions d'Iraniens qui vivent en dehors de l'Iran. En ce qui concerne leur Oui, j'ai pas réussi, moi non plus. Mais c'est très compliqué à dire, mais en ce qui concerne leurs différents politiques, j'ai envie de dire que c'est avant tout une bonne nouvelle. Parce que c'est l'esprit démocratique lui-même qui vit. Aujourd'hui, nous-mêmes en France, on a des débats au quotidien. On parlait encore il y a quelques semaines des municipales. Donc ça montre déjà l'esprit démocratique qui existe au sein de la diaspora. En ce qui concerne les approches, je pense que ça va dépendre du pays de résidence. C'est-à-dire que actuellement, la diaspora qui est aux États-Unis va peut-être voir, à minima, alors qu'ils soient pour ou contre, ils voient une action de la part de leur gouvernement. Là où, par exemple, en Europe, on dénonce pas mal, on va dire, l'attentisme des pays européens. Donc, ça va vraiment dépendre. Après, parmi les leviers, pour revenir sur les méthodes de la République islamique, il y a aussi cette approche, c'est celle d'apporter du chaos. Si on regarde les images justement qui étaient montrées juste à l'instant, pas celle-ci, juste avant, il s'agit d'un groupe qui s'appelle les Moudjahidine et Khalq. Ouais, là c'est en France, là, mais... Voilà, donc ce groupe-là, par exemple, se présente comme groupe d'opposition. Il faut savoir que cette organisation a été longtemps classée comme organisation terroriste, avec une idéologie qui est extrêmement proche de celle des gardiens de la Révolution. Et donc, par exemple, ce que la diaspora iranienne dénonce, c'est la complaisance de beaucoup de gouvernements vis-à-vis de ces groupes-là, qui les laissent encore s'exprimer, quand bien même ils auraient commis des attentats dans le passé, quand bien même ils menaceraient eux aussi des gens de la diaspora. Nous-mêmes, nous avons fait l'objet de menaces de la part de ces organisations-là. Donc, les réactions, bien évidemment, elles vont être variées. Donc, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est d'engager le dialogue avec cette diversité de voix. Une dernière question, très rapidement. La révolution qu'attendait Donald Trump après ses premiers bombardements il y a un mois, elle n'a pas eu lieu. Elle aura lieu. Vous y croyez ? Ou le régime va réussir à stopper, à mettre un couvercle sur ce début de révolution qui avait commencé il y a quelques mois ? Alors, lorsque Donald Trump a lancé son opération, le premier jour, il avait dit qu'il attendait, dans la 3e étape, que la population sorte. Il a fallu quelques heures pour que la population civile disparaisse de ses allocutions. Ouais. Nous, peu d'échanges qu'on a pu avoir avec les Iraniens de l'intérieur, beaucoup se disaient prêts pour l'étape qui viendra après. Alors, ils ont dit, bien évidemment, tout de suite, c'est très compliqué de sortir, il y a des bombardements, on se fait menacer par le régime, et nous avons également besoin de garanties. Et c'est là où on demande à la communauté internationale de s'activer, qu'elle active sa responsabilité de protéger pour permettre aux Iraniens de sortir dans la rue. Parce que dès que les bombardements vont se finir, alors on ne sait pas dans quelle temporalité, mais dès que cet épisode va se finir, on va se retrouver avec un régime qui est toujours armé, mais qui va être apeuré, affaibli, face à une population qu'elle craint. Donc notre crainte, c'est qu'il déploie encore plus de violence que les 8 et 9 janvier contre la population. Donc le fait qu'il soit prêt, oui, mais en fait, il faut aider la population civile iranienne à sécuriser son projet politique en engageant le dialogue avec l'opposition et en activant également des leviers logistiques sur place qui vont permettre aux Iraniens de sortir avec un peu plus de sécurité. Merci. Merci beaucoup, Kian Habibi, de nous avoir éclairé ce matin.